Shalom tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors dans cette vidéo, nous allons traiter du workflow avec Vim, donc mon workflow avec Vim. Et j'ai une chose bien évidemment à dire, c'est que oui, je vais utiliser du NeoVim, mais en fait cela est applicable sur du Vim classique. Il y aura peut-être 2-3 différences avec le init.vim et le vimrc. Bien évidemment, il y a aussi Vim 9 et Lua, qui sont aussi deux langages qui ont été développés à partir du Vim classique, ou plutôt oui, du Vim classique, et donc des configurations qui ont été ajoutées. Mais ici, je prendrai vraiment du minimum qui peut marcher en fait dans les deux. Donc il n'y aura pas de souci avec ça. Et voilà, je voulais justement présenter ça parce que TJ, c'est l'un des meilleurs contributeurs de NeoVim, donc qui est aussi un fork de Vim. Donc une version qui est un peu plus communautaire dans Vim et qui reçoit vraiment la contribution de beaucoup de développeurs, donc ça c'est assez cool. J'ai pris NeoVim pour cette idéologie-là, mais en fait c'est vrai que mon style reste quand même plus dans l'idéologie de Vim. Ce que j'ai beaucoup apprécié en fait dans sa façon de présenter les choses, il parlait aussi de IDE, qui veut simplement dire Integrated Development Environment. Donc ça c'est un peu ça, mais lui il a présenté plutôt le concept de PDE qui est Personal Development Environment. Ça veut dire quelque chose qui est vraiment personnel et même je dirais plus personnalisable. Et donc j'aimerais présenter un petit peu comment fonctionne justement la philosophie de mon workflow. On va voir ça ensemble. Alors on dit souvent qu'une image vaut 1000 mots et je suis complètement d'accord. Donc je pense qu'en illustrant, vous allez mieux comprendre. Donc en fait ici c'est un peu la situation d'avant. Donc c'est-à-dire dans Vim nous avons en fait des configurations générales, hein, que ce soit des settings, que ce soit des commandes, que ce soit des raccourcis ou key bindings qu'on peut customiser nous-mêmes. Bien évidemment, nous avons aussi ce qu'on peut créer directement dans une session Vim, c'est-à-dire que on les set dans la session et ensuite ils disparaissent quand on ferme Vim. C'était simplement les deux, donc nous avons du très court terme et du long terme, mais il n'y avait pas vraiment de spécification. Ce que j'ai fait dans mon système, c'est que ce cas ici, pardon, c'est que ici dans ce cas-ci, nous allons avoir maintenant deux autres éléments au milieu. Donc c'est des configurations selon le type de fichier. Donc ça, par défaut, on peut l'avoir en disant des bons plugins dans Vim. Vous allez voir que moi, je suis moins un utilisateur de plugins. J'en utilise, mais je l'utilise plutôt en dernier recours, on peut dire. Donc ici, nous avons le type de fichier. Donc c'est-à-dire selon le type de fichier qu'il y a. Donc ça peut être comme par exemple du Rust, du Python. Mais je veux aussi être capable de pouvoir créer mes propres types de fichiers et d'avoir des configurations pour ça, hein. Parce que je construis des langages aussi, donc mini-langages, mais aussi un langage qui est un plus gros projet. Donc Vim me offre vraiment des outils particulièrement intéressants pour pouvoir travailler avec ça. J'aimerais aussi avoir des configurations spécifiques pour les projets. Ça veut dire que j'entre dans un répertoire et donc j'ai des commandes spécifiques à celui-là. Donc ça j'aime bien aussi parce que c'est aussi beaucoup plus personnalisé selon ce que je suis en train de faire. Donc ça me permet vraiment d'être précis sur les commandes que je vais faire parce qu'il y a certains projets où, comme par exemple, j'ai besoin de lancer des serveurs, d'autres, j'ai besoin de lancer d'autres tierces parties, d'autres où je dois collaborer avec d'autres applications, donc c'est très important d'avoir ça. En plus, mon workflow me permet de pouvoir en fait déplacer les configurations. Donc avant, c'était pas facile, mais ici, ce sera beaucoup plus facile d'avoir des configurations que je peux avoir dans une session, ensuite que je peux directement importer dans le projet, dans le type de fichier dans le général, parce que la session est volatile, et je peux même en fait remonter le tout dans différents endroits. Donc c'est vraiment ce type de configuration que j'aime énormément. Un autre objectif de mon workflow, c'est aussi l'interfaçage. Donc pour pas mal d'applications, ben, c'est souvent l'éditeur comme VS Code ou bien des outils de JetBrains ou autres, ou des IDE, qui représentent en fait l'essentiel de toutes les fonctionnalités. Et ce qui fait que voilà, parfois on doit attendre des mises à jour, peut-être des plugins spécifiques. Donc Vim a un système de plugins que je trouve assez sympa, mais moi ce que j'ai vraiment apprécié dans la puissance de Vim, c'est surtout en fait sa capacité à pouvoir interagir avec le terminal. Donc moi je suis plutôt un gars vraiment à fond sur le terminal, donc je suis un termite on pourrait dire. Et ouais, là-dedans en fait il y a vraiment beaucoup de fonctionnalités que j'utilise, beaucoup d'outils et d'utilitaires que j'ai. Et Vim a vraiment la capacité, à l'aide de ses commandes, de ses raccourcis, de ses pipelines, etc., de pouvoir en fait communiquer avec les différents outils qui sont présents. Donc ce qui fait qu'en fait je peux vraiment soit communiquer comme par exemple avec le shell, ici nu shell, git, ça aussi je peux communiquer avec, tmux, zelich, ou bien même je peux avoir des interpréteurs ou des compilateurs, je peux utiliser LazyGit, je peux aussi lancer des conteneurs Docker directement à partir de Vim. Donc si j'ajoute aussi des nouvelles fonctionnalités, hein, donc ici c'est un etc. Donc s'il y a quelqu'un qui a créé un nouvel outil sur le terminal, donc je peux directement l'intégrer avec Vim.
Donc c'est vraiment ce que j'essaie de faire dans mon workflow, c'est avoir quelque chose qui me permet de pouvoir travailler directement avec le terminal et donc être beaucoup plus souple, efficace et rapide. C'est donc les choses que je vise avec mon workflow, c'est une meilleure gestion des outils de configuration et bien évidemment un meilleur contrôle du terminal. Donc avec ça, j'ai vraiment beaucoup de pouvoir. Et comme à l'accoutumée, je fais aussi de la publicité sur notre Discord. Donc si vous avez envie de nous parler un peu plus en direct, hein, parce qu'on sait parfois que les vidéos YouTube ont simplement la section commentaires, ben, vous pouvez aussi rejoindre notre Discord. Hein. Donc on le mettra aussi dans la description de la vidéo. Et dans le Discord, en fait, oui, il y a vraiment de tout. Donc il y a des zones où nous pouvons simplement échanger, partager, hein, des zones de discussion. On aime bien utiliser aussi la zone news pour partager en fait nos découvertes et des choses dans le genre. Notamment comme par exemple je suis en train de développer un langage de programmation ou un système de type pour le langage R. Donc j'aime bien aussi partager certains éléments dedans, mais aussi mes découvertes et tout. Donc c'est vraiment des petites choses qui ne sont peut-être pas assez grandes pour faire partie des vidéos, mais qui pour moi ont beaucoup de valeur à partager. Donc nous avons aussi des zones de discussion. Donc je suis entré dedans. Qu'est-ce que je fais? Ok. Mais voilà. Donc nous avons vraiment ce Discord que vous pouvez prendre, rejoindre et simplement échanger, partager et passer du temps avec nous. Bien sûr, avec ça, nous avons un blog et un Instagram. Hein. Donc tout ça sera vraiment mis dans la description. Vous pouvez même voir ça dans la description de la chaîne. Donc normalement, vous ne pourrez pas nous manquer. Du coup, on reprend la vidéo. Pour ce faire, je vais commencer à partir de zéro, hein, comme ça, il n'y aura pas de triche, et donc je pourrais vous montrer ce que vous pouvez faire, ce qui fait que vous pouvez même commencer avec une configuration nulle ou vide, et pouvoir ajouter progressivement les choses que je vais vous montrer. Donc c'est vraiment un petit peu des sortes de mini pré-configurations, parce qu'à partir de Vim, on peut construire vraiment beaucoup de choses tout autour, mais je trouve des mini pré-configurations, des mini installations, des mini usages que je trouve cool dans Vim. Le système serait plutôt là pour nous permettre de pouvoir ajouter des fonctionnalités plus facilement. Donc ce serait plutôt ça en termes de workflow. C'est comme une forme d'action où je peux utiliser une hache, mais en même temps je peux aiguiser la hache pour être plus efficace dans mon travail. Et donc quand je dis aiguiser, ça veut dire dans un projet spécifique, je peux préciser les commandes ou préciser les actions que je peux faire donc pour augmenter mon workflow. Donc pour ce faire, je vais utiliser plutôt une machine virtuelle. Hein, donc si je fais un docker ps, c'est plutôt un conteneur docker, donc j'en ai créé un. Donc c'est sad mac kernel-t. Donc je vais ouvrir ça en faisant un docker exec-it et c'est sad mac null-t. Et je pense que je vais l'ouvrir avec bash du coup. Et donc, je suis maintenant à l'intérieur. Donc, on va pouvoir débuter. Donc, je vais devoir faire quelques préconfigurations. Tout d'abord, je vais faire un apt update pour mettre à jour donc toute l'historique des repositories. Comme ça, je vais pouvoir installer mes trucs. OK. Je vais donc installer NeoVim avec apt-get install NeoVim. Ce ne sera pas la dernière version, mais il y aura essentiellement tout ce qu'il nous faut pour ça. Donc, j'utilise Ubuntu pour faire ça. Donc, oui, regardez dans la page officielle comment on fait. Vous n'avez jusqu'à taper NeoVim sur internet et vous trouvez la page officielle et vous pouvez voir en fait les moyens d'installation. Donc ça peut être une installation en regardant la release page, donc pour prendre finalement les binaires qui ont été créés pour Mac, Windows, Linux et de comment en fait on peut faire pour extraire le truc et le mettre en avant. Bon, vu que moi j'ai Ubuntu, donc ils ont une version de NeoVim. J'ai passé donc les étapes d'installation. Il y aura peut-être une ou deux questions qui seront posées lorsque vous l'installez, mais nous avons le truc. Donc si je fais maintenant nvim, ensuite je fais tiret version, je pense. Ouais, là je peux voir. Donc j'ai nvim 0.9. Donc voilà, j'ai NeoVim. Donc si je fais nvim comme ça, j'ai la commande NeoVim et je suis donc directement dans NeoVim. Sympa. Bien, à partir de là, je peux faire un ls. Donc, vous voyez, ça, c'est un affichage de style bash, hein, parce que je suis dans bash. Donc, ici, vu que je suis plutôt un root utilisateur, donc je dois aller dans le dossier root plutôt que le dossier home. Et à partir de là, donc ça dépend si vous avez Vim ou NeoVim. Donc, si vous avez Vim, il faudra plutôt faire une ouverture donc avec le .vim, c'est .vimrc. Donc, c'est là où vous l'avez directement dans la racine. Mais pour NeoVim, il va falloir plutôt le mettre dans le config. Ici, il n'y a pas de config, hein, donc je vais faire un point .config. Et ensuite, à l'intérieur du point .config, je vais faire un mkdir et je vais mettre nvim.
parce qu'il y a pas mal d'applications qui vont se mettre dans le .config. Bon, ici dans notre vidéo, il n'y en a pas besoin, mais ici, on peut avoir du nvim. Et là, on va pouvoir créer un init.vim. Donc pour les utilisateurs de Vim, c'est dans la racine. Vim.rc, ici, c'est init.vim. Et donc là, il va falloir mettre quelque chose. Comme par exemple, j'ai envie de mettre un set number pour avoir des numéros. Donc je vais plutôt mettre un set number. Et comme vous le voyez, si je rouvre maintenant, comme par exemple nvim init.vim, ben, vous voyez que j'ai les numéros maintenant qui apparaissent. Donc c'est là où vous allez pouvoir mettre toutes vos configurations et ce sont des éléments qui vont être assez importants pour travailler avec. L'avantage avec NeoVim, c'est qu'on dirait que j'ai déjà la coloration syntaxique qui est dedans, donc ça c'est assez cool. Donc entre-temps, j'ai aussi installé Nu et Zelich, donc qui sont deux éléments qui vont avec Rust. Bien évidemment, j'ai dû installer alors Rust pour avoir Cargo. Donc du coup, tout ça j'ai mis en background, comme ça on peut avancer dans la vidéo. J'ai aussi fait une vidéo sur NuShell, sur les installations et tout, donc franchement, n'hésitez pas à aller regarder. Il y a aussi d'autres vidéos sur NuShell, hein, parce que ça fait partie aussi de mes shells préférés et c'est mon shell par défaut. J'ai aussi sorti des vidéos sur Rust, hein, donc sur les installations qu'on peut faire, Rust maintenant, où il y avait aussi Rust installation, mais dans cette vidéo-là, en fait, je traite l'installation de Rust et aussi l'usage de celui-ci. Donc n'hésitez pas à aller regarder aussi. Ok, donc c'est-à-dire qu'on peut commencer en faisant un Zelich. Donc j'ai fait quand même quelques configs préalables pour que lorsque je lance Zelich, on a une shell. Bien sûr, on va mettre en plein écran parce qu'il n'y a pas énormément de place avec le panel de Zelich. Donc je pourrais enlever ça, mais pour l'instant, on va rester avec ça pour l'instant. Oui, donc il n'y a pas mes configs de base, mais au moins j'ai cette possibilité. Donc je peux maintenant créer des nouvelles tabulations et je peux même créer justement des panes. Ça peut aussi aider. On va voir ce qu'on peut faire avec le lot. Pour l'instant, ce que je vais faire, c'est justement utiliser le fichier de configuration de NuShell. Donc comme ça, je vais pouvoir en fait créer un alias. Donc c'est l'un des trucs que je fais souvent, donc que ce soit avec bash rc ou quoi que ce soit, je vais créer. Moi, je vais mettre config, par exemple, parce que j'utilise toujours souvent le même truc pour la configuration. Et donc en fait, ça va faire un nvim. Et ensuite, je mets le chemin du fichier de configuration. Donc là, dans mon cas, c'est root, config, et c'est dans nvim avec le init.vim. Donc si c'est un vim classique, ben, vous savez ce que c'est. Moi, je vais mettre zelich. Voilà. Donc de cette façon-là, en fait, j'ai tout ce qu'il me faut. Il suffit juste que je fasse, comme par exemple, un config. Et donc maintenant, j'ai ça, quoi. Bon, après, à cause de ça, je peux plus aller dans config nu, non. Moi ici, je peux toujours y aller, donc c'est un peu dangereux, mais au moins on a ça comme ça. À partir de n'importe quel moment, je peux entrer dans le fichier de configuration Vim. Et aussi ce que je vais pouvoir faire, donc en faisant config, c'est que je vais aussi créer une commande. Dans Vim, pour créer une commande, on peut donc faire ça, hein, commande. Ensuite, on peut donner son nom, donc config. Il faut toujours commencer par une majuscule. Et là-dessus, donc, on va pouvoir faire quelque chose dans le même genre. Donc, pour Vim, pour éditer un truc, il va falloir faire E ou edit. Moi, je mets E comme ça parce que c'est plus court. Et je vais aller dans root.config nvim init.vim. Comme ça, même si je fais un vim comme ça et que je fais un config comme ça, donc je pourrais sauter à n'importe quel moment dessus. Un autre truc cool qu'on peut faire ici, c'est notamment utiliser des personnalisations, on va dire, plus personnelles, donc plus liées au projet. Parce que ici, dans le fichier de configuration principal, c'est vraiment des choses globales qui vont être utilisées. Et parfois, je veux mettre mes propres commandes dans un projet. Donc ce que je peux faire, c'est quelque chose comme ça. Parce que dans Vim, on a l'opportunité de pouvoir sourcer un fichier Vim classique. Ça veut dire que là, bon, pour l'instant, il n'y a rien, donc je vais faire un mkdir project comme ça. Ensuite, cd project. Et je vais ouvrir comme par exemple un settings.vim. Et là-dedans, comme par exemple, je peux créer une commande. Si je fais comme par exemple commande, que je l'appelle hello. Donc il va faire un echo hello world. Donc ça va lancer une commande echo hello world. Donc, si je fais un projet comme par exemple app.getPy et que j'essaie de faire un hello, donc il va rien se passer. Mais si je fais un source,
settings comme ça, et que je fais maintenant un hello, hello, donc il va m'afficher hello world en dessous. Donc moi, ce que je fais souvent, c'est que je vais aussi mettre dans config source, donc on va faire settings.vim. Donc comme ça, s'il trouve un fichier settings.vim dans l'endroit où je l'ouvre, alors donc il va charger tous les settings qui vont dedans. Donc si je fais comme par exemple vim app.py, maintenant si je fais directement un hello, il retient donc les informations directement sur le projet là où j'ai l'application et les settings. Donc ça aussi, ça peut m'aider justement lorsque je vais créer des trucs vraiment spécifiques. Bien sûr, vous avez aussi la possibilité de pouvoir mettre ceci, donc le if file readable. Donc c'est pour vérifier que settings.vim existe bel et bien avant d'essayer de le sourcer pour éviter des erreurs. On peut mettre des configurations globales, des configurations locales, mais on peut aussi avoir donc des configurations qui sont déterminées selon le type de fichier. Donc notamment, je pense que pour certains, vous travaillez avec des fichiers Python, R ou quoi que ce soit. Donc si vous pouvez utiliser le file type, donc c'est simplement pour des fichiers de code connus comme Python. Mais si vous avez peut-être des extensions bizarres que vous voulez créer et tout, ben, vous pouvez aussi utiliser buff new. Donc là, ce sera pour tous les fichiers qui ont pour fin un V. Aussi, ce qu'on va faire, c'est utiliser comme par exemple la commande, justement, avec point d'exclamation, parce que c'est toujours pour réécrire des commandes qui sont déjà existantes. Et donc, vous mettez en fait les choses qu'on veut faire. Donc, c'est la commande run. Donc, pour Python, ça va être ça. Pour un fichier d'extension, .v, c'est un echo hello world. Si je fais un app.py, que je run ça, donc, vous voyez que j'ai ça. Donc, ça se lance tranquillement. Si je fais maintenant un app.v et je fais un run, cette fois-ci, c'est pour ça. Il peut arriver que vous ayez besoin de plein de configs différents pour vos fichiers, donc comme par exemple pour les extensions Python. Et donc vous créez plein d'autocommandes comme ça, mais ce que vous pouvez faire, donc il y a l'option d'utiliser des fonctions, mais moi ce que je propose et que j'apprécie le plus, c'est plutôt de créer un fichier dédié, donc que vous posez quelque part dans votre machine, peut-être vous créer un dossier pour vos propres configurations, donc qui pourront être accessibles globalement. Et là, vous n'avez plus qu'à mettre le nom de celui-ci. Donc moi j'ai juste créé dans le répertoire, mais en fait, il faut penser que je peux le créer quelque part, comme par exemple dans le home, une zone spéciale, là où on peut juste mettre le nom du fichier. Évidemment, vous pouvez toujours dans Vim utiliser gf pour sauter à l'intérieur du fichier et voir ce qu'il y a dedans. Donc ça, c'est une option de Vim que je trouve assez cool aussi. Aussi, pour plus de sécurité et s'assurer à ce que rien ne se mette au mauvais endroit, c'est mieux de mettre les commandes avec buffer ici et les mappings avec buffer aussi. Ça vous permet en fait de pouvoir développer vos trucs et faire en sorte à ce que lorsque on ouvre un fichier, ce ne soit seulement pour ce fichier. Donc vous pourrez travailler avec différents types de fichiers sans avoir de problème comme ça. Donc c'est un must pour moi. Donc ici, juste pour vous montrer peut-être pour les mappings, pour ceux qui ne connaissent pas, donc j'ai pu créer un mapping, c'est-à-dire si j'appuie sur E accent aigu, donc lorsque je suis dans un fichier Python, puis sur E accent aigu, il va me lancer la commande ls avec les éléments qui sont dedans. Une autre option que vous pouvez ajouter, c'est aussi de définir le shell par défaut. Parce que par défaut, il va plutôt utiliser un shell qui est de type bash. Donc lorsque je fais quelque chose comme ça, comme ls, comme on l'avait vu tout à l'heure, ce qu'on peut faire, c'est justement utiliser cette option shell. Donc, comme par exemple, si je vais dans app.py, si je fais à nouveau ça, donc hop, ls, là je vais avoir un affichage qui est plus lié à nushell. Le souci, c'est qu'on perd aussi une fonctionnalité cool de Vim, c'est qu'en fait, vous pouvez choisir plusieurs lignes et les envoyer en fait dans une commande shell. Donc là, j'ai remis dans bash. Donc si je fais un sort comme ça, il va mettre le tout en ordre. Et donc en fait, je peux envoyer ça dans n'importe quelle commande qui accepte une entrée. Donc en fait, il va récupérer la sortie. Donc c'est une forme de pipe, là où je peux envoyer ça dans une commande externe qui peut être créée ou que j'ai installée ou quoi que ce soit, et retrouver le résultat dans Vim. Là, j'ai remis une shell et lorsque j'exécute, vous voyez que là, il y a une erreur parce que c'est au niveau de la std-in et std-out sortie standard de chez Nushell. Ce qui veut dire que là, il faut maintenant trouver plutôt une autre alternative pour envoyer les commandes en question. Donc l'alternative est bien moche. C'est bon, quelque chose que j'ai ChatGPT, que j'ai modifié donc à ma convenance. Donc c'est la création d'une fonction qui va alors faire ce job-là. Donc il va récupérer les éléments dedans. Bon, là, c'est quelques tricks qu'il faut faire quoi, avec du Vim script.
Ensuite, à partir de la sélection, on va d'abord créer justement le tout. On va envoyer ça justement dans système, donc ici, et récupérer le résultat et faire le remplacement. Et donc revenir à la sélection si peut-être la personne avait besoin de faire autre chose. Et après, on crée la commande filter qui va exécuter tout ça. Donc je vous mettrai le script disponible, comme ça vous pourrez aussi l'avoir et l'utiliser. Donc surtout si vous voulez travailler avec Nushell et tout, je pense que ça peut pas mal aider. Donc on va voir maintenant les résultats. Hein. Donc on a ici app.py, qui nous avons B, A et C. Donc si je fais quelque chose comme filter, ça s'appelait filter justement. Et là maintenant je vais pouvoir faire par exemple un tr replace dans Nushell. Donc on va remplacer comme par exemple A par Z ici. Comme vous voyez, ça fonctionne. On a aussi la possibilité filter de faire aussi un autre type de choses, comme par exemple, je pense que je peux faire un sort, ça devrait fonctionner. Pour faire le sort, en fait, il va falloir aussi faire un split, etc. Donc je pense que c'est pas la bonne idée pour faire ça, mais je peux peut-être appeler la fonction sort par défaut comme ça. Voilà, et ça fonctionne. Donc voilà, vous avez maintenant la compatibilité de pouvoir faire des pipelines qui peuvent marcher directement avec Nushell. Aussi, j'ai ajouté ces deux commandes-là pour faciliter en fait le prototypage et la création de nouvelles commandes, de nouvelles fonctionnalités. Donc il suffit juste d'idée tout config et tout settings qui vont nous permettre d'enregistrer soit nos mappings, soit nos commandes directement dans le fichier de configuration de settings. Donc pour montrer un peu comment ça fonctionne, ça peut être assez simple. Donc je vais aller directement là. Donc si je fais un bat, par exemple, bon, j'ai pas un bat, je crois que j'ai 4, et que je regarde dans les settings, j'ai ça. Donc seulement la commande hello. Donc si je suis dans un fichier comme par exemple app.py et qu'ensuite je crée une nouvelle commande, je vais l'appeler world. Donc je vais faire echo world. Ok, donc j'ai la commande world. Donc ici, vous mettez undefined variable parce que j'ai mal créé la fonction. Donc c'était fait exprès pour que je puisse vous montrer. Si on fait un Q double point, hein, pas double point Q pour quitter, mais Q double point. Donc là, on a maintenant l'historique des commandes que j'ai envoyées. Et donc en fait, je peux faire mes modifications ici. Donc je pense que même, je vais mettre ça ici, comme par exemple. Et Word, je pense qu'il va falloir mettre alors ça entre guillemets. Donc ça veut dire mettre Word comme ça. Ça va être bon. Donc si je fais un Word, là c'est bon. Ok. Maintenant, une fois que j'ai réussi à créer le truc, donc je peux sélectionner le tout. Hein, donc je peux sélectionner plusieurs lignes ou autre et je vais faire comme par exemple tout settings. Et voilà, ça a été envoyé aux settings. Donc je peux vérifier en faisant un settings. Et là, je vois que ça a été ajouté aux settings. Et ça va être la même chose si on fait ça. Donc c'est pas seulement que ici. Hein, donc si je l'ai écrit comme par exemple là, par exemple je suis dans le fichier des settings et je me rends compte que je veux enregistrer ça globalement, ben, je peux sélectionner, ensuite faire un tout config. Et donc le tout a été envoyé dans le fichier de configuration. Bien sûr, le tout apparaît tout en bas, hein, donc c'est normal que ce soit là. Donc aussi, autre chose, c'est que par exemple pour les plugins, donc là j'ai le fichier python.vim. Donc là, j'ai aussi mis ça, donc chaque fois que je crée un nouveau plugin, donc un nouveau fichier de plugin pour un langage ou un type de fichier en question, donc souvent les commandes que j'ai, c'est run, plugin et tout plugin qui va me permettre en fait d'ajouter directement cet élément-là. Donc si c'est plutôt une sorte de settings spécifique au plugin, je peux aussi l'envoyer là. Donc de cette façon-là, je peux maintenant créer, prototyper mes commandes, mes shortcuts, etc. Et ensuite directement les envoyer ou les enregistrer. Bien sûr, rien ne m'empêche à partir des fichiers de configuration d'appeler des scripts déjà existants. Donc là, j'ai appelé un script hello.nu qui se trouve dans mon projet. Hein. Donc c'est hello.nu. Donc là, ça va juste afficher hello Nushell. Ce qui veut dire que maintenant, si je fais un hello nu, donc il va afficher hello Nushell. Vu que je travaille souvent avec nu, en fait, j'ai ajouté une intégration, donc un fichier que j'appelle cmd.nu. Donc comme ça, je sais toujours lequel c'est. Si je regarde dedans, cmd.nu.
On voit en tout cas l'intérieur, donc j'ai défini quelques fonctions avec des commentaires en fait qui servent de documentation parce que si on fait quelque chose comme source cmd.nul et help main, vous voyez qu'en fait ces fonctions vont apparaître comme sous-fonctions pour la fonction principale. Donc c'est un outil vraiment pratique. Pour les personnes qui voudraient en savoir un peu plus sur Nushell et les workflows que j'ai, donc surtout pour la création de ces scripts spécifiques, donc n'hésitez pas à regarder la vidéo qui va avec. Nous avons aussi une série de vidéos sur Nushell, donc sans hésiter, allez-y. De ce fait, ces deux commandes vont nous permettre de directement piocher dans le commande.nul. Donc si je fais comme par exemple un cmd doc, donc pour regarder ce qu'il y a dans mon fichier cmd, je vois quelles sont les commandes. Donc la commande main, commande avec serveur et zip. Ce qui fait qu'en fait, me faire preview, si je fais quelque chose dans le style, faisant notamment cmd serveur, il va directement lancer la commande qui est dans cmd serveur, donc c'est juste serveur, parce qu'il a juste fait un écho. Donc si on regarde dans cmd.nu, le serveur il fait juste un écho serveur, mais ça peut être n'importe quel type de script que je peux créer avec Nushell. Donc de cette façon-là, en fait, je peux incorporer directement la puissance de Nushell dans l'automation que je fais avec Vim. À partir de là, les possibilités sont très grandes, hein. Nous avons un autre niveau de customisation qu'on n'avait pas au tout début. Et là, le fichier, je pense qu'il ne fait simplement que, ouais, même pas une trentaine de lignes. Donc vous voyez que vous pouvez déjà commencer quelque chose de simple et de facile. Et là, j'ai encore plein d'idées qui me viennent à l'esprit, notamment comme par exemple, je peux créer une sorte de gestionnaire aussi en créant des scripts Nushell, etc. ou quoi que ce soit. Mais voilà, je peux aussi faire une intégration, je ne l'ai pas fait, parce que normalement je le fais, mais avec Tmux aussi, ou une intégration avec Zelich, ce qui fait que je peux vraiment communiquer avec d'autres éléments de mon terminal, hein. Donc, et même si j'ai un nouvel utilitaire qui apparaît, ben, il pourrait être directement intégré à Vim, donc j'ai pas besoin forcément d'attendre des plugins sortir, mais voilà, vous voyez que vous avez vraiment tout ce genre de choses qui peut être mis en place pour simplement développer, ajouter vos éléments et être tranquille. Donc moi, c'est ce que j'apprécie vraiment dans Vim, c'est la capacité de pouvoir modifier les choses et ajouter un workflow beaucoup plus naturel. Donc bon, là c'est sûr, je vous ai montré quand même quelques commandes qui pouvaient être un peu avancées. Lorsque vous connaissez justement la création des commandes, la création des mappings, qui dépendent aussi justement de quelques key bindings dans Vim, alors là, vous êtes bon. Vous allez avoir votre propre système personnalisé, vous allez être vraiment rapide dans votre développement, et vous pouvez vous adapter finalement à tout type de projet, quoi. Vous serez tout terrain. Donc voilà, c'est justement l'avantage que je trouvais de super dans Vim, et c'est l'une des raisons pour lesquelles je reste dans Vim, c'est que ouais, il s'intègre vraiment dans mon workflow, donc il fait partie des éléments centraux de mon workflow. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, n'hésitez pas aussi à commenter dans la section commentaires, à partager aussi, à pouvoir vous abonner si vous n'êtes pas abonné, donc ça nous ferait vraiment plaisir parce que nous voulons ainsi partager nos connaissances, notre passion avec tout le monde et je suis sûr qu'en fait ce type de contenu peut aider beaucoup de personnes, que ce soit dans les data science, que ce soit dans la gestion des systèmes, donc sysadmin, etc. Donc vraiment, j'espère que le contenu vous a plu. Si vous avez des questions, bien sûr, n'hésitez pas à les poser. Comme je l'ai dit, nous avons un Discord, donc n'hésitez pas aussi à aller le voir. Et d'ici la prochaine vidéo, prenez soin de vous, que Dieu vous bénisse.